Paradis à commettre un vol de jouets avant de mourir dans un accident d'auto hier matin. Michel Paradis était endetté. Selon un membre de sa famille, il aurait volé ses jouets pour les donner aux enfants de sa compagne qui vit de l'aide sociale. Tragédie pour une famille de Montréal. Une mère et ses 3 enfants âgés de 8 mois à 7 ans sont morts hier dans un incendie à Medford, en banlieue de Boston. Le père, à qui la famille rendait visite, a aussi perdu la vie, de même qu'une 6e personne. Environ 200 personnes ont rendu un dernier hommage au fondateur de l'Empire québécois, Pierre Pellado, décédé la veille de Noël. La cérémonie privée s'est déroulée au Pavillon des Arts de Sainte-Adèle sur les terrains de la famille Pellado. Étaient présents des membres de sa famille, des amis, ainsi que des personnalités du monde artistique et politique. Et le réseau de l'information rediffusera immédiatement après ce bulletin l'entrevue exclusive que Pierre Pellado avait accordée à Pierre Maisonneuve quelques mois avant sa mort. Le jeune Samuel Lucier est de retour au Hollywood, en Floride. La guérison se fait bien, même s'il devra quand même passer quelques jours à l'hôpital, mais il promet de retourner à l'école comme ses amis lundi prochain. Au Brésil, une quinzaine de détenus fortement armés détiennent... Ici Pierre Maisonneuve. Pierre Pellado est mort. Il ne sera plus jamais ici dans son domaine de Sainte-Adèle où chaque année il accueillait des centaines de personnes venant de toutes les couches sociales. L'histoire de Pierre Pellado, c'est celle d'un homme qui a joué pour gagner. En affaires, il a réussi, les résultats sont là. Une entreprise colossale qui s'étend sur 3 continents. Dans sa vie personnelle, la réussite est moins sûre. Quelques semaines avant son accident cardiaque qui devait l'emporter la veille de Noël, M. Pellado acceptait de me rencontrer dans l'intimité de sa maison. Une journée de rencontre où il répondait à toutes les questions, même les plus intimes. Rencontre au cours de laquelle j'ai peut-être compris que derrière les actions de Pierre Pellado, même les plus controversées, il y avait peut-être une cause première, la souffrance d'un enfant, une soif de vengeance. Je vous propose en exclusivité une première heure de cette journée avec Pierre Pellado, la dernière grande entrevue de sa vie. Avez-vous toujours rêvé d'être ce faiseur d'argent que vous êtes devenu? Oui. Est-ce que ça fait partie de votre mentalité? Oui, oui. Ça date de ma toute basse jeunesse. Comment vous avez pris conscience que c'est ce que vous vouliez faire? On prend conscience en principe de différents problèmes par la souffrance, parce qu'on vit et par les difficultés qu'on en a. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mon père est mort, j'étais très jeune, j'avais 10 ans. Mon père venait de faire faillite. Et je me rappelle de très rares choses de mon père, mais je me rappelle particulièrement de ses funérailles. À ses funérailles, j'étais derrière, à ce moment-là, derrière le corbillard avec mon frère aîné. C'est le plus jeune et le plus vieux. Et on marchait derrière le corbillard jusqu'à l'église. Il y avait très peu de monde au funérailles de mon père, très peu. Or, mon père avait aidé énormément de monde. Mon père était un homme très généreux. C'était un grand monsieur, c'était un très grand monsieur, mon père, bien qu'il était tout petit. Mais c'était un grand monsieur. Et ils l'ont tous ignoré, totalement, c'est incroyable. Et je me rappelle très bien encore, j'avais pas de manteau, on était très pauvres chez nous. J'avais pas de manteau, c'était au mois d'octobre, c'était le 4 octobre, qui faisait frais, il faisait même froid. J'avais pas de manteau pour suivre. C'est mon petit voisin qui m'avait prêté son manteau pour suivre le corbillard. Alors ça fait mal, ces choses-là, ça fait très mal. Après, je suis allé au collège Brébeuf. C'est ma mère qui m'avait envoyé au collège Brébeuf. Ce que je ne savais pas, c'est que j'étais là par charité au collège Brébeuf. Je ne le savais pas. Les jésuites m'avaient accepté par charité. Quelle raison, je ne sais pas, peut-être parce que j'étais brillant, ça paraissait. Alors, non, en blague. Mais j'étais à Brébeuf. Au Brébeuf, les seuls, c'était le collège riche, il y avait moyen de Brébeuf. Je marchais, mon frère, il avait Brébeuf, ça me prenait tous les jours, aller-retour. C'était 2000 que je faisais le matin, 2000 le soir. J'avais à ce moment-là 12 ans. C'est long, 2000, 12 ans. Le matin, vous savez, être bon avec les autres pour être là à temps, etc. J'avais des gens, des fils de riches qui étaient là, qui avaient un chauffeur, qui avaient leur père qui allait le conduire, etc. Moi, je marchais. Je les voyais, eux autres, en auto. Moi, je marchais. Ça m'a créé tout un mouvement. Ça brassait. C'était pas juste. J'étais pour la justice, c'était pas juste. Eux autres étaient là, c'était très juste, en fait. À mon sens, à ce moment-là, je trouvais que c'était pas juste. Je trouvais que moi, je l'avais pas, eux autres l'avaient, j'aurais dû l'avoir autant qu'eux autres. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Quelles sont vos principales qualités d'homme d'affaires?
Ma grande qualité, c'est être, je suis un motivateur. Les gens qui sont autour de moi, je sais comment les faire travailler, je sais comment leur faire ouvrir les portes. Et c'est ça, c'est tout. C'est principalement ça. C'est pas tout, mais c'est principalement ça. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a un style Pierre Péladeau? Oui. Il y a un style Péladeau qu'on devrait enseigner dans nos universités, par exemple. Oui. Et quel est ce style Faire Péladeau? confiance aux gens, mais pas plus qu'il faut. Comme disait l'ayatollah Khomeini, si quelqu'un, un de tes hommes fait une erreur, passe par-dessus. Si cet homme-là fait une erreur une seconde fois, passe dessus. C'est ça. Ça peut être assez radical. C'est radical. À un certain moment donné. J'ai mis beaucoup de monde à la porte, moi, chez moi. J'ai le congédié à la porte, disons plutôt congédié. Et je leur disais à chaque fois, tu travailles ici, t'es pas heureux. T'es pas heureux parce que tu fais pas du bon travail. Si tu faisais du bon travail, tu serais heureux. Donc, t'es pas à bonne place. Tout le camp, va travailler ailleurs où tu vas être heureux. Vous êtes devenus les modèles, vous êtes en haut de la pyramide sociale. Est-ce souhaitable qu'il en soit ainsi? Oui, tout à fait. Je pense que j'ai fait œuvre de bien dans ce sens-là, c'est-à-dire faire comprendre à la jeunesse, et non seulement à la jeunesse, mais à l'ensemble de l'occupation des Québécois, que l'économique était la chose à conquérir d'abord. Et que quand on avait l'économie dans ses poches, c'est-à-dire quand on est capable de brasser des choses, on peut brasser autre chose. C'est tout simple que ça. Comme disent les Américains, money talks. Et c'est vrai. Un des problèmes qu'on a chez les Québécois, c'est qu'on est un peu, on fait les affaires botchées. L'expression est botchée. On ne termine pas ce qu'on devrait faire. Mais c'est ça qui est l'intérieur. Et quand on l'a fait, on le laisse tomber. On ne pousse pas à fond. Il faut aller au fond. Pourquoi Pierre Péladeau a-t-il voulu devenir des centaines de fois millionnaire? Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, il y a une raison fondamentale qui explique... Vous avez commencé à me parler tantôt de votre père, de la mort de votre père. Est-ce qu'on peut voir là l'une des raisons fondamentales de toute votre aventure? Aucun doute. On nous donnait à peu près à 4 heures une brioche. Et on allait chercher une petite bouteille de lait pour aller avec la brioche. Il fallait avoir 5 cents pour ça. Je n'avais pas 5 cents. Tous les autres avaient 5 cents, ou à peu près. On était peut-être 2 ou 3 à ne pas la boire. Tous les autres avaient leurs 5 cents plus et allaient chercher la bouteille de lait. Et quand tu es dans un groupe de 200 élèves, puis tu vois 294 qui ont leur petite crise de bouteille de lait, oh! En été, quand tu vois les élèves qui s'en vont en bicyclette, ceux que les parents ne viennent pas chercher, puis toi, tu n'as pas de bicyclette. Toi, tu marches. Ça rentre dans le corps. Tu te dis, à un moment donné, vous autres, je vais tous vous avoir. Vous autres, je vais tous vous battre. Toute la gang va être meilleure que vous autres. Étiez-vous malheureux de votre condition sociale? Évidemment. Évidemment. On demeurait à Outremont. Outremont, c'était une ville. Mon père avait cette maison qui était super hypothéquée, évidemment, qu'on a perdue effectivement quelques années après. Dans la maison, on avait peu de choses à manger. Moi, j'ai mangé beaucoup de viande hachée. En mangez-vous encore? Oui. Oui. Je suis habitué à aimer ça. Revenons à votre père. Il est ruiné l'année où vous êtes né. On m'a dit, quand je suis né, que j'apportais la malchance dans la maison. J'ai eu ça sur le dos aussi, un bon moment. J'étais celui qui avait apporté la malchance dans la maison, c'est-à-dire que mon père avait fait faillite. Ma mère avait son chauffeur, avait sa voiture, avait des grosses voitures, avait 2 bonnes dans la maison. Elle a fait une vie de princesse. Quand je suis né, tout ça a disparu. Alors j'avais apporté la malchance. Mais restons à votre père. Vous l'avez souligné, votre père était en affaires. Ouais. D'ailleurs, il y a une sorte de paradoxe. Vous êtes presque revenu à ce que votre père faisait en étant propriétaire d'entreprise de bois. Oui, tout à fait. Donc, j'ai acheté cette maison ici, là où nous sommes, à cause de mon père. J'étais venu, mon frère avait acheté une maison un peu plus au nord, à Val-David. Il me dit, viens voir la maison, je vais voir ce que tu en penses, pour voir si tu payes un bon prix, etc. Je dis, d'accord, je vais y aller. Je pars, je monte avec lui, puis je monte à Val-David, je vois la maison. Puis je dis, mais ça ne pourrait rien, c'est une maison qui vaut beaucoup plus cher que tu payes. C'est un bon deal, comme on dit. Et c'est tout. Le courtier qui vendait la maison m'a demandé, bien, monsieur Péladeau, je vais vous montrer une maison que j'ai à vendre, moi, que ça va vous faire votre affaire certain. Vous allez aimer ça. J'en veux pas, je ne veux pas, je loue les maisons, moi, ici, là. Non, je ne suis pas intéressé à acheter une maison. Alors, il dit, venez donc, je vais vous le montrer. Pour le plaisir, il m'amène ici. J'ai vu les arbres ont 75 ans d'existence, des arbres extraordinaires.
J'ai acheté la maison à cause des arbres. Les arbres, c'est représenté évidemment mon père. Mais vous n'avez pas connu sa richesse, donc, puisque vous êtes né, puis au moment où il a connu ses ennuis financiers, vous n'avez pas connu sa richesse. Non. À ce moment-là, et vous l'avez connu malade, Oui. un homme qui était malade, Oui. à ce moment-là, est-ce que vous retenez de lui une image de, je dirais quoi, de faiblesse, d'abandon, de déchéance? Un peu. Un peu. Et c'est ça qui a fait que ça m'a donné l'élan. C'est une partie des choses qui m'ont donné l'élan de venger mon père. C'était ça. Le mot vengeance. Oui. Aujourd'hui, près de 3/4 de siècle plus tard, si on remonte à 1925, ça fera bientôt 3/4 de siècle, est-ce qu'on peut parler, non pas d'une réconciliation, si vous me dites que vous n'avez jamais eu de rupture, en quelque sorte, avec votre père, mais une sorte de lien qui s'est établi du fait que vous ayez réussi là où lui a échoué? Je pense que c'est... Je dis à mes enfants ça. Je crois qu'un enfant, un homme, a besoin de faire mieux que son père. Puis je pense qu'il faut qu'il le fasse mieux que son père pour s'accepter lui-même. Alors, On peut dire que votre désir le plus fondamental a peut-être été de prouver que vous pouviez être le meilleur que votre père, et que ça, vous, quand vous... aujourd'hui, vous vous dites, ça, je l'ai réussi. ouais, oui, tout à fait, ça c'est d'accord. On a parlé de la naïveté de votre père à un moment donné. Vous avez dit, votre père a été ruiné, ou l'histoire dit que votre père a été ruiné parce qu'il a cru à la parole donnée. Oui. Que vaut la parole de Pierre Péladeau? J'ai jamais... Un jour, j'étais justement assis ici avec mes fils, avec mes deux fils. Et on parlait de choses et d'autres. Ils me parlaient surtout de certaines choses qu'ils avaient entendues à mon égard. Alors, je leur avais dit, tu sais, vous pouvez entendre parler de plusieurs choses, d'histoires de femmes, il y en a un certain nombre, il y en a qui sont exagérées, il y en a qui sont vraies, il y en a qui ne sont pas vraies. Mais il y a dans certains cas, c'est vrai. Mais si jamais vous entendez quelqu'un dire que j'ai volé 5 cents ou pris 5 cents qui n'étaient pas à moi, vous pouvez fourrer un point sa gueule, parce que c'est pas vrai. J'ai jamais fait ça de ma vie. Un jour, il y a des années de ça, ça devait être dans les années 40, non pas 40, 60, 65. Une période où il y avait une pénurie de papier effroyable. Il n'y en avait pas nulle part. Alors j'avais brassé tout le monde pour être capable d'avoir du papier. J'étais allé jusqu'à Maurice Duplessis pour qu'il intervienne auprès des compagnies d'anglais. C'était toutes des compagnies d'anglais, toutes. Aujourd'hui, on a plusieurs. On Cascade, entre autres, qui est là. Nous autres, on est là. Et plusieurs autres sont là. Aujourd'hui, on commence à contrôler notre papier ici, au Québec. Pas à ce moment-là. Il n'y en avait pas un seul président de compagnie était là pour la peine. Les francophones. Je reçois un camion de papier, à un moment donné. C'est pas moi qui vais commander ça. On ne rien dedans. Je dis, ben, c'est peut-être une des interventions que j'ai faites, puis ça m'arrive comme ça. Alors, on prend le papier, pour 16 papiers. Je ne reçois pas de facture. 1 mois, 2 mois, 3 mois, pas de facture. Il y en avait pour 35 000 $, ce papier. Pas un mot. Je fais, qu'est-ce qui se passe? Je reçois la visite d'un des fabricants de papier qui me demande si par hasard j'aurais pas reçu déjà un camion de papier. Je dis oui. Il dit, c'était pas vous autres qui étiez dirigés, il était dirigé à Jacques Poincaré. J'ai payé le papier.